Le Canon R50 est peut-être le boîtier qui va tuer les hybrides APS-C d'entrée de gamme du marché, y compris ceux qu'ils ont eux-mêmes sortis. C'est fou ça. Va-t-il même réussir à tuer mon entrée de gamme préférée qu'est le ZV-E10? Ce R50 est un boîtier d'entrée de gamme, bien sûr, monture RF. Le capteur est un APS-C non stabilisé, je le précise, de 24 mégapixels, en soi assez classique dans la gamme. L'APS-C Canon est un tout petit peu plus petit que chez les concurrents, à prendre en compte lorsque tu feras ta conversion pour les focales, pour avoir la correspondance en full frame. Il est destiné à une utilisation en vlogging, caméra amateur, et Canon le dit lui-même. Il le préconise d'utiliser l'appareil photo en full auto, mais bon, je t'invite à quand même essayer les modes semi-auto ou même manuel, hein, si un jour tu viens à l'acheter. En automatique, on apprend que dalle. Un peu plus cher que son prédécesseur, le M50 Mark II, mais pour ce que l'on gagne au change, pour moi, ça porte là la fin de la gamme M chez Canon avec ce seul et unique modèle qui est le M50 Mark I et le M50 Mark II. Pour vous faire cette vidéo, j'ai regardé pas mal de vidéos anglophones sur le sujet et cette vidéo en fait si vous avez la flemme d'aller regarder tous ces créateurs qui sont très talentueux d'ailleurs, eh bien je vous fais un petit compte rendu dans cette vidéo là. Ergonomiquement, cette caméra est un tout petit peu plus grande que le M50. Canon a même montré sa volonté de se concentrer sur la monture RF. Tu peux toujours l'utiliser avec les objets EF comme le M50, on en avait parlé dans la dernière vidéo, mais il va te falloir une bague d'adaptation qui va avec. Il y a un boîtier qui sort exactement en même temps, il s'agit du Canon R8, lui aussi en monture RF, qui va, et on va en parler dans une prochaine vidéo, qui va mettre une claque à tous les hybrides plein format au niveau de son prix, uniquement de son prix bien sûr. En tout cas, restez connectés pour voir cette prochaine vidéo car elle s'annonce très intéressante elle aussi. Ce R50 embarque quelques petites features identiques au R8 qui est sorti en même temps. Ce boîtier embarque pas mal de choses identiques au Canon R10 qui est sorti il me semble fin 2022. Tout comme ses créateurs américains, comme francophones d'ailleurs, compare le R8 au R6 Mark II, eh bien là, on peut comparer carrément le R50 au R10. On va dire que c'est à peu près la même tranche de prix, mais vous allez voir, le R50 a des choses en moins par rapport au R10. Bon, déjà, ils ont presque la même disposition de boutons. Malheureusement, ce R50, il n'a pas de joystick à l'arrière et je vais pas vous mentir, le joystick, moi, je ne peux plus m'en passer. Depuis qu'il a cet S3, impossible de m'en passer. Le grip du R50 est moins prononcé par rapport au R10, mais sinon, le reste de l'ergonomie, c'est sensiblement pareil. Certains constructeurs ont pris le parti pris de garder la prise casque, mais de supprimer le viseur. Mais là, on est totalement dans l'inverse. Plus de prise casque, mais un viseur de 2,36 millions de points. L'écran est rotatif et le tactile apparemment il est vachement bon. Mais le désavantage, c'est que, bon, comme toutes les caméras, il reste bloqué et même obstrué lorsque on utilise une prise HDMI et un micro. Bon, ça, c'est commun à tous les boîtiers qui ont l'écran qui se déploie vers la gauche, vu que toutes les connectiques sont à gauche. Donc on n'a pas trop le choix. C'est con, on aurait pu faire l'inverse. Hein. On ne présente plus cet excellent AF Dual Pixel que Canon dispose à peu près sur tous ses boîtiers. Il peut filmer jusqu'en 4K 30 images par seconde. C'est de la 4K suréchantillonnée depuis un capteur qui fait de la 6K. Ce qui permet d'avoir plus d'honnêteté à l'image. Même si perso je trouve ce genre d'image beaucoup trop tranchante. En post-production je me retrouve à baisser la netteté pour avoir une image un petit peu plus lisse, plus douce, plus diffuse. Mais attention! Le R50 propose de filmer en 4K, en 4:2, 10 bits, je vous le rappelle, c'est les couleurs, tu vois, tu as plus de 2 milliards de couleurs. À ce prix-là, c'est super rare. Là, avant, on avait le R10. Le R10 te permettait de filmer en 4:2, 10 bits, bien sûr, mais le R10, c'est à 1000 balles. Là, on parle d'un boîtier qui est encore moins cher et il peut te permettre... Là, je pense que là, c'est bon. On est arrivé sur un standard. Le standard de la 4:2 10 bits et tous les constructeurs s'y mettent. On a du 4:2 10 bits, mais c'est dommage, on n'a pas de C-Log. C'est dommage, franchement, tu peux pas me dire que tu as un échantillonnage de 4:2, une plage de couleurs de 10 bits et tu n'as pas de C-Log pour pouvoir t'entraîner à étalonner les images. Du coup là, pour t'essayer au C-Log, tu es obligé de t'acheter un boîtier plus onéreux. C'est dommage. Et c'est là qu'on montre la volonté de séparer les gammes, pas comme chez Sony, on a un peu de mal à distinguer les différentes gammes low cost, même du même format. Il pèse 376 grammes si je me souviens bien, plus léger que le M50 Mark II qui lui faisait 387 grammes de mémoire, en sachant que ZV-E10 fait à peu près 343 grammes. C'est un peu un exploit comparé au M50 car celui-ci il a une plus grosse batterie et malgré ça ils ont le luxe de pouvoir le faire plus léger. Beaucoup de menus personnalisés en photo, changement de contraste, de saturation, dominance de couleur en soi, tout ce que l'on peut faire sur Lightroom. Et en fait je vous conseille plus de le faire lors du développement de la photo.
Je pense que le plus commun des mortels ne va pas s'embêter avec ça. Personnellement, quand j'ai eu mon Alpha 58, je ne comprenais rien à tout ça. Je voulais juste faire des photos. Je trouvais même que retoucher les photos, c'était de la triche. Et je pensais aussi que tout se faisait sur le terrain. Quel noob que je faisais. Il peut prendre 12 photos en rafale avec le shutter normal. Et avec le shutter électronique, il peut sprinter jusqu'à 15 photos en une seconde. Attention d'ailleurs au shooting roller, parce qu'on sait tous, ou pas, que quand on passe en obturateur électronique, les photos sont sujettes au shooting roller. Je trouve que cette rafale est plus que satisfaisante car on va dire que même un A7R5, tu vois, de 61 millions de pixels, ne fait que 10 images secondes en rafale. La 7S3 aussi, la 7 III aussi, il me semble. Il serait possible d'avoir un objectif de kit, tu vois, un 18-45 qui serait, en prenant en compte le crop factor de 1.6 du capteur APS-C Canon, il serait équivalent à un 28-72 qui, je le rappelle, est exactement la plage que moi j'utilise sur mon A7S III. Et donc, on sera tout à fait dans une forme de temps standard avec cet objectif. Mais de base, c'est un objectif qui coûte 300 balles quand même, il n'est pas trop cher. Bien sûr, il sera plus cher avec l'objectif de kit que nu, mais je pense que ça ne va pas vous coûter 100 $. En général, on est plus sur l'ordre de 100 $. Je dis dollars, mais je voulais dire euros depuis tout à l'heure là. En général, la différence entre le boîtier nu et le boîtier avec l'objectif de kit est d'une centaine d'euros, bon, au grand max 150 €. Donc, si tu le prends, tu seras forcément gagnant. Il possède une griffe multi-connexion qui permet de connecter des micros compatibles et j'espère qu'ils ne vont pas faire comme Sony, pas vendre le câble de déport. J'étais en train de me promener sur le site de Canon pour écrire cette vidéo et j'ai constaté, frère, que monsieur là, le M50, le R50 et même le M50 d'ailleurs, c'est ce qui est écrit, ils possèdent tous, y compris le R10, un filtre passe-bas intégré. Du coup, comme on l'a dit dans la dernière vidéo, c'est un filtre qui empêche tout moirage, tramage de l'image en superposant plusieurs grilles qui ferait interférence avec la grille des pixels, tu vois. Si Canon arrive à intégrer ces filtres sur leur boîtier d'entrée de gamme, frère, pourquoi Sony ils ne le font pas? Ils attendent quoi? Bon, je comprends maintenant pourquoi ils ont un petit peu tué le C-Log, parce que je pense que log plus filtre passe-bas, ça aurait fait une tuerie avec le cadre de 10 bits là. T'as plus besoin de rien là, c'est... Je m'emporte un petit peu, mes frères. Moi, j'aurais trop aimé voir ça, mais ils vont jamais le faire. Tu as mis le filtre, tu as tué le C-Log comme ça. Tu peux pas booster ta plage dynamique, tu peux pas te faire en colorimétrie. Et tu vois, par exemple, je te donne un exemple. Le S1H, c'est le boîtier phare, on va dire, de Panasonic. C'est un boîtier qui est certifié pour tourner les séries Netflix. Pourquoi? Parce qu'il a un filtre LPF, un filtre passe-bas. Ça fait que vous avez une image d'une douceur absolument fantastique qui est tout à fait compatible avec le cinéma. Et donc, tu aurais eu du C-Log sur ce boîtier avec le filtre passe-bas. Je pense que tout le monde se l'aurait acheté, tous les débutants, et ils auraient eu des images qui pourraient être un poil plus élevé que des boîtiers qui sont à vocation un petit peu plus professionnelle, tu vois. Et je pense que ça aurait tué une partie de leur parc, tout simplement. Donc bon, ils sont pas fous non plus. Boîtier nu, il est à 829 €, alors qu'aux US, il est à 679. Malgré la taxe qui rajoute un peu en fonction de l'état où ils habitent, tu vois. Il reste bien moins cher aux États-Unis qu'en Europe. Mais putain, je vais arrêter de commander en France, hein. Bon, mais avec les taxes là, ça coûte pas cher, putain, une FX30, elle est à 1600, 1600, je sais plus combien alors que faire. En option, un trépied Bluetooth, assez classique, mais qui a la particularité d'avoir une télécommande amovible, facile à perdre, mais néanmoins qui peut te permettre de lancer ton rec sans toucher à l'appareil, et ça c'est super cool. Alors, il a comme avantage sa taille, sa bonne qualité d'image, le mode streaming, ça c'est bien, le filtre basse-bas, mais le désavantage c'est que un seul slot SD UHS-1. Qui dit UHS-1 dit buffer très lent. Tiens, parlons-en du buffer. 7 RAW brut en une demi-seconde. C'est-à-dire que tu fais à peine une demi-seconde de rafale, tu as déjà saturé ton buffer. C'est franchement trop court. Alors qu'en JPEG, tu peux monter jusqu'à 40 images, il me semble 40-42. Si je me souviens bien, avant de déclencher la décharge des images sur ta carte mémoire. Bon, pour ceux qui ne savent pas, le buffer, c'est une zone de mémoire intégrée à l'appareil photo qui va stocker les images de la rafale avant de les transférer sur la carte mémoire. Le souci, c'est qu'elle est assez restreinte, tu vois, peu volumineuse, et donc quand elle est saturée, l'appareil commence à transférer les photos tout en diminuant sur la fréquence de la rafale. Pour moi, c'est une rafale quasiment inutilisable. Une demi-seconde de rafale, mais c'est que dalle. Quelle est la cible de ce R50 si de par ses specs, il ne s'adresse même pas au semi-pro? Tiens, récapitulons ses spécifications. Capteur de 24 mégapixels non stabilisé, de taille APS-C,
Il permet de filmer jusqu'en 4K 30 images par seconde en 4:2 10 bits. Je vous le rappelle, 4:2 10 bits, c'est 1 milliard de couleurs. Une ergonomie compacte, pas de slot UHS 2 ni de C-Log. Donc, on bannit direct les professionnels et les semi-pros. En fait, il s'adresse à vous, créateurs de contenu en tout genre, YouTube, TikTok, Instagram. Cette caméra est juste folle et quand je vois tout ce qu'on arrive à mettre dans un prix si contenu, je vous le rappelle, il est moins cher qu'un iPhone 14. Même le plus bas de gamme des iPhones est plus cher que cette caméra. Il va te permettre d'avoir des vidéos de qualité exceptionnelle. Mais franchement, je me demande quelle est la cible réelle de ce boîtier. Entre petit créateur ou bien monsieur tout le monde. Déjà, le petit créateur aura beaucoup plus d'exigences que monsieur tout le monde, tu comprends? Dernièrement, j'ai fait une vidéo où je te recommande certains boîtiers à différents budgets. Le M50 en faisait partie, mais tu peux vraiment, je te le conseille, le remplacer par celui-ci. Donc, on se retrouve là-bas tout de suite.